Bonjour, bienvenue dans mon atelier, ici à Brétigny-sur-Orge. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Adrien Jaminet, facteur de cuivre spécialisé en trompette. Dans cet épisode, nous parlons de l'histoire avec un grand H de la trompette, de celle du roi d'Égypte à la piccolo. Adrien nous raconte ceux qui ont forgé la renommée de cet instrument et nous explique la naissance du piston, son utilité et son fonctionnement. Belle écoute! Bonjour Adrien et merci de m'accueillir dans ton atelier. Adrien Jaminet, tu es facteur de cuivre spécialisé dans la trompette et luthier. Tu nous expliqueras pourquoi dans l'épisode 2. Donc on va commencer par un premier épisode qui est un épisode où nous allons ensemble raconter 5 anecdotes qui révèlent l'histoire avec un grand H de ton métier. La première anecdote, c'est l'anecdote que l'on a appelée la trompette du roi d'Égypte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette anecdote ? Alors ça me fait sourire la trompette du roi d'Égypte parce que l'icône française de la trompette, c'était Maurice André, c'était l'icône mondiale de la trompette classique. Et moi, j'ai grandi et été bercé par ce grand personnage, par des disques, des vidéos, etc. Il passait souvent à la télé. Et c'est une histoire qui racontait tout le temps. En effet, on a retrouvé dans les sarcophages des pharaons des trompettes. Donc on sait que la trompette, c'est très très vieux, qui servait pour des cérémonies. Puis après, plus tard, ça a été plus guerrier. La trompette, c'est devenu guerrier, c'était pour faire des appels. Mais quand on parle de roi d'Égypte, évidemment, ça fait référence que la trompette est un instrument millénaire. Mais ça me rappelle toujours à Maurice André qui narrait cette histoire et c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Le roi d'Égypte en question, c'est, si je me trompe pas, Toutankhamon. Oui, c'est ça, dans le sarcophage de Toutankhamon. Alors, je connais pas l'histoire très précise, mais en effet, dans le sarcophage de Toutankhamon, on a retrouvé des trompettes, 2 trompettes, je crois, qui prouvent que voilà, la trompette, c'est un instrument historique. En fait, les racines de la trompette, en fait, c'était de faire vibrer même des coquillages dans des temps ancestraux, après même des bouts de bois où on faisait vibrer nos lèvres. Puis après, des trompettes ressemblent plus à des trompettes actuelles. Mais c'est vrai que dans l'histoire de la musique, on trouve des instruments très 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 anciens comme cette histoire. Et esthétiquement, les 2 trompettes qu'on a trouvées dans le sarcophage de Toutankhamon, c'est les mêmes trompettes qu'il y a autour de nous là dans ta boutique. Non, ça n'a rien à voir. En fait, si, ça a de similaire sa forme de pavillon un peu évasé. En fait, c'était un instrument un peu d'appel, un peu comme on peut voir un peu dans les films un peu sur le Moyen-Âge ou même des films d'Égypte, on voit ça un petit peu, mais en fait, c'était souvent assez long. Alors, je suis pas vraiment spécialiste de cette période-là, mais c'était assez long et souvent, on faisait que des harmoniques, en fait. De toute façon, on en parlait après dans l'histoire des cuivres et tout particulièrement de la trompette. C'est très lié à la France, mais où il y a eu un vrai tournant, c'est au 19e siècle où on a inventé le piston, parce qu'en fait, le piston a permis à ces instruments de devenir chromatiques, parce qu'avant, sur des trompettes ou n'importe quel cuivre, en fait, on pouvait faire que certaines notes. En fait, c'est pas comme le piano, on peut faire toutes les notes, on pouvait faire do, sol, do, par exemple. D'accord. J'ai eu un flash de référence de film. Ah oui, de Astérix et Obélix. Oui. Ah oui, carrément, oui, en effet, oui, il se la fait tordre sur la tronche après. Eh oui, c'est ça. Ok, voilà, c'est exactement esthétiquement celle-ci. Voilà, exactement. D'accord, et je vois très bien. Et donc c'est ça qu'on a retrouvé dans le... C'est ce type de trompette-là, et donc en effet, on sait qu'il y a des trompettes qui étaient faites à l'époque, puis après c'est devenu vraiment guerrier plus tard, parce que je crois que sur l'Égypte, c'était un peu plus sur le côté cérémonial, etc. Ok. Et on l'appelle vraiment la trompette du roi d'Égypte ou... Je connais cette histoire. Je te dis, c'est une période d'historique où je suis vraiment pas spécialiste, donc je ne m'aventurerai pas à annoncer le nom exact de la trompette. Je sais pas. Je sais qu'en effet, je te dis, je connais ce mythe par Maurice André qui narrait ça à chaque fois qu'il devait en parler, mais le nom exact, je sais pas comment elle est nommée par les grands spécialistes. Je vais peut-être passer pour une inculte, mais moi, Maurice André, je ne sais absolument pas qui c'est. Alors, Maurice André, c'est le grand trompettiste. Est-ce que tu connais Rostropovitch, ça dit quelque chose, un grand violoncelliste? C'est un peu cette période-là. Enfin bref, c'est un trompettiste français, Maurice André, qui est né à Alès, qui était un mineur de fond et qui est après devenu grand soliste. Et c'est
c'est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand trompettiste classique, et c'est le premier vraiment à avoir mis la trompette sur le devant de la scène, enfin qui a starifié la trompette. En fait, avant lui, la trompette elle était dans l'orchestre, c'était un instrument d'orchestre, et grâce à lui, il l'a mis sur le devant de la scène, et puis il l'a popularisé. Je crois que plus tard on va parler de trompette piccolo. C'est lui qui a vraiment popularisé cet instrument, où il a exhumé tout un répertoire, le répertoire baroque, où il a joué des œuvres, ou fait réarranger des œuvres pour cet instrument-là, et c'est vrai qu'il a une carrière incroyable, internationale. Il a joué avec le grand Herbert von Karajan avec l'orchestre de Berlin, mais c'est l'icône vraiment mondiale de la trompette pour les Français, mais pour n'importe quel pays. Aujourd'hui, moi qui fais des trompettes, le simple fait d'être français, comme Maurice André, c'est un avantage fou. Et ça raconte aussi la tradition de l'école française des cuivres, parce que il est, Maurice André, le fruit de toute une école qui a commencé par plein de choses, mais après, où c'est devenu vraiment international, c'est qu'il y a une grande méthode qui est jouée dans le monde entier qui s'appelle la méthode Arban. On appelle ça la Bible de la trompette. C'est une méthode qui est très très épaisse. Et en fait, c'était un Français lyonnais qui, alors lui, a popularisé le cornet à piston surtout, mais qui est devenu prof au Conservatoire de Paris, et puis qui a eu des élèves. Et en fait, on trouve les racines de la trompette française, parce qu'en fait, la trompette, c'est lié un peu à ce qu'on disait à la trompette d'Égypte. En fait, on disait elle pouvait pas faire toutes les notes, et en fait, quand le piston est arrivé, on a d'abord fait des cornets à piston. Donc le cornet à piston, c'est un instrument, on est au micro, on peut pas le montrer, mais c'est un instrument qui est un peu plus rablé, et par exemple, pendant quelques années, à l'Opéra de Paris, c'est côtoyé des cornets à piston et des trompettes qui étaient dites naturelles. On pouvait pas faire toutes les notes, et puis plus tard, on a mis le piston sur la trompette. Donc voilà, une histoire très très rapide et courte de la trompette française. Mais donc Maurice André, c'est l'idole un peu de tous les trompettistes du monde entier. Et il a un peu normé toutes les choses. Il a fait des commandes de concertos. Et il y a plein de manières dont on joue encore les concertos aujourd'hui qui trouvent ses racines, parce que c'est lui qui a normé les choses, quoi. Donc on a parlé de Maurice André, que maintenant nous connaissons tous. Et si je me trompe pas, on est quand même la France des personnes très importantes dans le monde de la trompette. Alors dans le monde des cuivres, mais tout particulièrement de la trompette, on parlait de l'école de trompette française qui a toujours rayonné avec des grands solistes, un peu sous tous les styles. C'est vrai qu'en classique, on a toujours rayonné, et par exemple, le meilleur orchestre du monde actuellement, c'est l'orchestre de Berlin. Les 2 trompettes solos sont français. Et dans d'autres orchestres, à Munich, il y a des Français, à Hambourg, il y a des Français, un peu partout dans le monde, l'école rayonne beaucoup, mais par capillarité, c'est peut-être ce qui nous intéresse ici, c'est aussi l'histoire de la facture instrumentale. En fait, je dirais les 2 grands pays de la facture instrumentale des cuivres, c'est la Belgique et la France. Et il y a un personnage qui fait le lien entre ces 2 pays. C'est quelqu'un, on connaît tous son nom, mais on le sait pas. C'est un peu comme Monsieur Poubelle. C'est Adolphe Sax. Donc Adolphe Sax, qui a inventé le saxophone, mais qui a aussi inventé toute la famille des saxhorns, moins connus, qui font partie de la famille des cuivres. Parce que le saxophone, c'est un piège. En fait, le saxophone, c'est pas un cuivre. Ça fait partie de la famille des bois. En fait, c'est du fait que c'est un clétage un peu comme des clarinettes, etc. Et que c'est un bec surtout et une hanche. Et le saxophone fait partie de la famille des bois. Mais donc ce bon vieux monsieur Sax, qui était belge, alors il a une histoire familiale, il a repris l'entreprise de son père en Belgique, et ensuite l'atelier n'a pas marché, donc il est revenu dans une de ses filiales à Paris, et en fait il a prospéré, et il est vraiment devenu connu à Paris, avec une histoire un peu folle, parce que en fait son succès, il le doit à déjà à son talent, mais les choses étaient beaucoup moins normées à l'époque, et à un moment donné il a fallu normer les instruments, notamment les instruments de l'armée. On parlait des racines guerrières de la trompette, mais il a toujours eu des orchestres d'armée. En fait, Napoléon III avait écouté les orchestres allemands et trouvait ça beaucoup plus juste, un peu plus fort, etc. Et donc, du coup, il avait réformé un peu les orchestres militaires pour avoir une certaine uniformité. Et pour avoir cette uniformité, il a fait une espèce d'appel à projet. Donc, du coup, se sont affrontés 2 systèmes. Le système d'Adolphe Sax et le système, du coup, on a oublié que c'était le système de Monsieur Carafa et Carafon. Et du coup, en fait, alors, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est au Champ de Mars. Il y a 2 orchestres qui se sont affrontés devant toute une assemblée qui devait voter, et quelques voix, on a gardé ce système-là. Alors c'est fou parce que après le saxophone, on connaît aujourd'hui son utilisation dans le jazz, etc. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, ça serait pas popularisé. Et donc du coup, l'industrie des cuivres, donc comme je disais, il y a toujours eu. Donc Adolphe Sax, c'est quelqu'un des plus connus, mais du coup il a prospéré à Paris. Alors c'est le plus connu, mais il y en avait plein d'autres. C'est d'ailleurs très drôle de regarder les ateliers de l'époque qui se tenaient tous dans un tout petit quartier à Paris où il y avait 5-6 manufactures. C'est
quel quartier ? C'est rue d'Angoulême, rue qui n'existe plus. Alors ça, c'était pas Saxe, parce que rue d'Angoulême, c'était la maison Quénon et la maison Besson, qui étaient 92 et 94 rue d'Angoulême, qui est devenue la rue Jean-Pierre Timbaud, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, il y a la maison des Métallos. Je sais pas si vous connaissez ça. Très bien. Et en fait, ça, c'est l'ancienne usine de Quénon, qui était le leader mondial des cuivres au début 1900. Et en fait, ça, c'est vraiment, on est vraiment sur le lieu vraiment mythique. Et en fait, tout ça se tenait dans un petit quartier. Il y avait des milliers d'emplois et ça faisait vivre tout ce quartier-là. Donc, d'où la tradition aussi de l'école des cuivres. Et pour raconter son évolution, on parle de Quénon. Quénon, le gérant de l'époque, a même fait de la politique. Il est devenu l'équivalent du ministre de l'économie de l'époque. Il est allé monter des usines aux États-Unis. Une usine connue qui s'appelle Cone, qui est aujourd'hui leader mondial. Alors après, évidemment, toute cette industrie-là, elle a beaucoup souffert pendant la première puis la seconde guerre mondiale, parce que dans ces périodes-là, évidemment, le laiton, ça servait à faire autre chose que des trompettes. Mais tout ça pour dire qu'il y a une grande tradition de manufacture à Paris, et aussi, on parlait de Belgique, et les Belges aussi ont eu aussi une belle école de trompettistes et aussi d'artisans. Et d'ailleurs, c'est rigolo, tout début 1900 se bataillait en fait la paternité de la petite trompette. En fait, les Français ont créé la petite trompette en ut. En 1906, on a créé la trompette en ut. La trompette en ut, c'est la trompette en do qui est jouée dans tous les orchestres du monde, les orchestres symphoniques. Mais ça a été créé en France. Le premier concerto a été créé en 1906 par Georges Enesco, compositeur franco-roumain. Et pendant ce temps-là, les Belges ont fait aussi une trompette assez similaire, mais elle en si bémol. Et pendant quelques temps, ils se sont bataillés un peu la paternité de cette trompette pour que la trompette française gagne ce combat. Parce qu'en fait, les trompettistes français, tout simplement, se sont exportés un peu à l'international. Des gens qui ont étudié à Paris sont ensuite allés en Hollande. Par exemple, un des grands orchestres mondiaux, c'est le Concertgebouw d'Amsterdam. Ils ont joué la trompette en ut. Et après la Première Guerre mondiale, un des orchestres les plus médiatiques et les plus reconnus, c'était l'orchestre de la Garde républicaine. Et la Garde républicaine est allée en tournée aux États-Unis. Ils faisaient beaucoup de tournées. Et il y a une partie des musiciens qui sont restés à Boston et qui ont constitué l'orchestre de Boston qui était en train de se créer. Et il y a un trompettiste qui est devenu... Alors c'est rigolo parce qu'à l'époque, les musiciens jouaient souvent plusieurs instruments, soit un instrument à vent et un instrument en corde. Et il y a un monsieur qui s'appelait Georges Maget qui est rentré violoniste à l'orchestre de Boston. Et puis plus tard, le poste de trompette solo s'est libéré, il est devenu trompette solo. Et il est devenu trompette solo de l'orchestre de Boston. Et c'est lui qui a créé un peu l'école de trompette américaine et qui est allé avec la trompette en ut. Et c'est lui qui a aidé aussi les facteurs de trompette américains à se développer. Plus tard, ils sont devenus leaders mondiaux. Mais du coup, c'est eux leurs racines, les Américains, ils les puisent dans la trompette française. Donc voilà, une histoire un peu courte de la trompette. Cocorico, quoi, ouais, si voilà. je retiens bien. Voilà. Très bien. Et on est ravis de savoir que tout ça, c'est français. Franchement, à force de faire des épisodes de podcast, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de métiers d'art qui sont très français. Je veux pas dire, mais on a quand même un beau patrimoine. Et donc, très bonne transition, je pense, avec notre troisième un peu fait marquant pour la trompette, c'est la révolution industrielle et l'impact que ça a pu avoir sur la fabrication des cuivres. On vient de l'aborder, en effet, c'est vraiment au 19e siècle, ça s'est beaucoup développé. Alors, même ce qu'on a oublié de dire, c'est que le piston tel qu'on le joue dans le monde entier, c'est un système qui s'appelle le système Périnet, qui a été également inventé en France par Monsieur Périnet. Et donc, dans cette période un peu d'industrialisation, c'est là que sont apparues toutes les maisons qui ont disparu, qui étaient la maison Quénon, la maison... alors, elles ont soit disparu, soit elles ont arrêté de faire des trompettes, parce qu'on est encore sur la partie instruments à vent, des instruments cousins, saxophone, clarinette, les leaders mondiaux sont encore français. Selmer est une société française, leader mondial du saxophone, qui avait en son temps racheté la société Sax, c'était évidemment la société d'Alpha Sax. Il y a la maison Buffet-Crampon qui est leader mondial de la clarinette, on a aussi des bons fabricants de hautbois. Mais si on revient à l'industrialisation au 19e siècle, c'est vrai que c'était vraiment fer de lance, et puis on a été fort pour fabriquer des instruments qui s'exportaient dans le monde entier, puis en fait aussi les musiciens s'exportaient eux-mêmes parce qu'ils allaient jouer dans le monde entier. Et ça, depuis certainement un des plus connus, c'était Jean-Baptiste Arban dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui était un grand chef d'orchestre soliste très connu au 19e siècle. C'est vrai que la France a beaucoup rayonné à ce moment-là. Et donc, t'en as déjà un peu parlé, il y a également une autre trompette qui était la
trompette fétiche de Maurice André. La trompette piccolo, en effet. Alors, la trompette piccolo, c'est quelque chose qui s'est créé. Alors, je sais pas l'année exacte, mais je dirais que c'est début du XXe siècle. Il est apparu, je crois que dans des œuvres de Ravel, par exemple. Je crois que dans le Boléro de Ravel, par exemple, il y a une partie de trompette piccolo. La trompette piccolo, c'est une trompette qui est plus petite, qui permet de faire le registre aigu. Et donc, du coup, les compositeurs ont commencé à écrire pour cet instrument, un peu comme un nouvel instrument. Sauf que Maurice André, où il l'a popularisé, en effet, c'est que lui, avec ce registre aigu, il l'a joué magnifiquement bien et il a redécouvert tout le répertoire baroque. Et l'œuvre un peu fétiche de Maurice André, c'était un des concertos brandebourgeois de Bach qu'il jouait très souvent et qu'il l'a fait connaître dans le monde entier, qui est une œuvre très 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 dure, très technique, parce que elle est très aiguë. Et Maurice André a vraiment popularisé cet instrument, il l'a fait rayonner. Et à l'époque, lui, il travaillait avec une maison française aussi qui s'appelait Selmer, qui a vraiment développé cette trompette-là, parce que c'était une trompette 3 pistons. On a fait rajouter un 4e piston pour descendre dans le grave. Bon, c'est un peu technique, mais en effet, c'est un instrument mythique et qui aujourd'hui est encore joué pour le répertoire baroque, ce qu'on disait, mais qui est aussi joué dans tout un tas de types de musique. Pour les fans de foot, quand l'hymne de la Ligue des Champions, il y a une espèce de solo de piccolo au départ. La trompette qu'on entend un peu aiguë, un peu brillante, c'est un solo de trompette piccolo. Très bien, on saura se projeter, puisque ici, on est grave fan de foot. J'arrive pas à comprendre. Maurice André, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti la trompette piccolo du classique. Il l'a popularisé, en fait, c'était une trompette qui était 3 pistons avant Maurice André, qui existait, mais qui était un peu un instrument un peu exotique. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est un mix de Maurice André et d'un autre monsieur qui s'appelle Roger Delmotte. Roger Delmotte, c'est quelqu'un qui, moi, m'a guidé dans tout mon projet. C'est un jeune homme de 98 ans, qui est de la génération d'avant Maurice André. Maurice André est décédé il y a 10-15 ans, mais monsieur Delmotte, c'est la génération d'avant, il est encore là. Je vais enregistrer un podcast avec lui la semaine prochaine en Suisse. Et donc, du coup, Roger Delmotte, il a créé quelque chose et Maurice André a repris. C'est la formation qui est devenue un peu mythique derrière, c'est la formation du trompette et orgue. En fait, pour jouer en soliste, plutôt que faire des récitals, trompette, piano, ça, ils ont créé avec donc Roger Delmotte et Cochereau, qui était l'organiste mythique de Notre-Dame de Paris, ils ont créé cette formation de trompette et orgue et ils ont rejoué plein d'œuvres baroque, mais aussi tout un répertoire qui s'est créé avec des compositeurs de l'époque, des Georges Delerue, des Henri Tomasi, des Jolivet, enfin plein de compositeurs de l'époque ont écrit pour cette formation, ce duo. Et puis Maurice André a repris ça et lui par contre il a tourné dans le monde entier et a popularisé la trompette et Maurice André c'est vraiment lui qui en plus du trompette et orgue a fait passer vraiment l'instrument comme un instrument soliste à part entière. Avant quand il y avait des solistes c'était que des violonistes, des pianistes etc. Mais la trompette elle était jamais sur le devant de l'orchestre, il y avait jamais dans les programmations de grandes salles, un trompettiste qui joue un concerto. Et c'est lui qui l'a le premier fait, il a fait le tour du monde des maintes et maintes fois. Oui, parce que en fait, c'est vrai que en tant que novice, moi j'ai l'habitude d'entendre des solistes dans le jazz notamment et alors, ça c'était pas du tout développé. Alors c'est deux choses un peu cousines mais différentes parce qu'en effet donc là on parlait des racines de la trompette. Après c'est vrai que plus tard est arrivé le jazz qui est venu lui des États-Unis, c'est aussi ce qui a fait rayonner leur industrie le jazz évidemment qui est arrivé en France après la Première Guerre mondiale où des musiciens ont animé aussi après Paris en amenant le jazz. Alors c'est deux choses qui étaient un peu séparées parce que même moi, je fais partie, je pense, d'une dernière génération où si tu faisais du classique, t'avais pas trop le droit de faire de jazz, quoi. C'était un peu deux mondes différents. Aujourd'hui, ça a bien changé. Dans les conservatoires, on fait les deux. Et puis, il y a des musiciens qui font les deux. Il y a un des plus grands jazzman aujourd'hui, il s'appelle Wynton Marsalis. Il est américain, mais il vient du classique. Enfin, il a fait les deux. Donc voilà, tout ça, on trouve les racines un peu communes dans ce petit monde de la trompette. Les mondes sont tout petits. Et j'avais une autre question aussi, parce que finalement, t'en parles depuis tout à l'heure, mais j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, je sais pas à quel point c'est compliqué en podcast, mais le concept d'un piston? Un piston, alors l'expliquer en podcast c'est compliqué. Si tu veux une trompette sans rien toucher, tu peux faire des notes en fait. Donc c'est avec la pression de l'air, tu peux faire des harmoniques, do, sol, do, mi, enfin etc. Et en fait on a 7 positions de piston, de doigté, qui permet de faire en fait toutes les notes. Et en fait comme on a toutes les harmoniques, on peut faire toutes les notes avec le piston. Donc il y a 3 pistons sur une trompette. Quand on appuie en fait tout simplement ça allonge la longueur
longueur du tube. Et en fait, c'est des mathématiques, même si, bon, des plus férus, en fait, quand on appuie là, il y a un ton, quand on appuie là, il y a un demi-ton, et là, il y a un ton et demi. Il faudra peut-être qu'on te filme faire ça. Voilà. Parce que par exemple, comme c'est des maths, donc là, on a dit que ça faisait un ton, là, on a dit que ça faisait un demi-ton, là, on dit que ça fait un ton et demi. Mais en fait, ça et ça, c'est la même chose. Et en fait, on peut faire toutes les notes avec la pression de l'air. Et après, il peut y avoir un 4e piston sur la piccolo qui permet en effet parce que comme c'est très aigu, de redescendre, ou le 4e piston qui est lui pour faire des quarts de ton, pour faire des notes qui ne sont pas dans la gamme classique du piano, c'est des notes entre les notes, j'ai envie de dire, pour avoir une couleur un peu plus arabisante, j'ai envie de dire. Parce que un piston c'est binaire, c'est soit c'est ouvert, soit c'est fermé. Ouais, en fait c'est un circuit d'air. En fait, tu vois, t'appuies et ça, l'air passe dans ce circuit. Ou si tu laisses ouvert, bah voilà, il déroule tout simplement quoi. Je sais pas si tu vois ce que c'est un clairon, ce qui est joué dans l'armée. Ouais. Bah y a pas de piston. En fait, quand t'appuies, c'est comme si t'avais un clairon d'une autre tonalité quoi. Il y a par exemple quelque chose qui est très connu, c'est l'opéra Aïda de Verdi. Il y a ce qu'on appelle les trompettes d'Aïda, un air très connu. Tan ti ti ta ta tan tan tan. Donc ça, quand ça a été créé, en fait, c'était une trompette, grande trompette, presque les trompettes d'Égypte. D'ailleurs, ça raconte cette histoire-là, hein. Aïda. Souvent, c'est joué avec des Égyptiens, carrés, etc. Et il y avait, pour jouer la mélodie, un seul piston. Parce qu'en fait, la mélodie, module où tu peux tout faire avec les harmoniques, et t'as juste un piston, et ça suffit à jouer cette mélodie très connue. Génial. J'adore ce genre d'anecdote. Donc, on a parlé de piccolo. Et donc, on en vient à notre dernière petite histoire et dernière petite anecdote. C'est sur l'art du martelage à la main. Le martelage à la main, c'est une technique de fabrication. Moi, je suis cuisinier, j'aime bien comparer à ça. Alors pourquoi? Je m'explique. Moi, je conçois des pièces. Une trompette, c'est un puzzle de 100 à 120 pièces. Donc, on choisit d'où viennent les pièces, comment elles sont fabriquées, etc. Puis on les assemble. Mais où je dis que c'est comme un cuisinier, c'est qu'on conçoit une recette. Et je suis persuadé que si je donne mes pièces à un autre artisan qui fera exactement avec les mêmes pièces que moi et le même plan, et la trompette, elle sera différente. C'est en ça que c'est semblable à de la cuisine, parce que je pense que quand on donne une recette à deux cuisiniers avec les mêmes aliments, ils font chacun leur propre petite manière. Donc pour venir au martelage de la main, il y a plein de métiers dans le métier, c'est ce que je voulais dire avec les fameux puzzles. Il y a des tourneurs qui vont tourner les pièces, et donc le pavillon, c'est chaudronné à la main, c'est un chaudronnier qui nous fait ça. Donc ça, nous on le fait pas en interne, on a un chaudronnier, c'est nous qui définissons la forme du pavillon, donc nous on fait nous-mêmes un mandrin en acier qui est d'une forme bien définie, qu'on fournit au chaudronnier. Il nous fait des pavillons où en fait il repousse du métal. Au départ, c'est une feuille de métal qui repousse. Il le réchauffe à rouge pour que ce soit mou, et il le martèle à la main. C'est là qu'il y a le martelage à la main pour donner sa forme. Puis après, il le repousse avec un tour à repousser pour avoir la forme finale. Et après, il nous le livre très grand. Puis nous, on fait le cintrage. Donc on cintre les pavillons avec un matériel qui s'appelle le Céroben. C'est similaire à du plomb, mais en beaucoup plus bio, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Parce que c'est marrant, parce que du coup je l'ai regardé pendant que tu racontais ça, et moi je pensais que c'était plusieurs pièces assemblées. Et donc oui, en effet, la trompette, c'est un puzzle de 106 pièces. Là, le pavillon, c'est cette partie-là qui est martelée à la main. Alors là, on voit rien au micro, évidemment. Et donc le reste de la trompette, donc c'est un puzzle de... Celle-là, c'est le modèle Alfred qui fait 106 pièces. Et nous, la particularité de la trompette Alfred, qui est vraiment la trompette signature que l'on fait, et qui est la trompette française, elle a la particularité d'avoir un tout petit pavillon, justement, cette partie martelée à la main, et un tout petit berce. Donc ça, c'est la partie interne de la trompette. Et en fait, ce type de trompette-là n'avait plus été fait depuis 70 ans. Et c'est quelque chose qu'on a relancé avec notre premier modèle, Alfred, en hommage à Alfred Aubertin, un luthier d'Aubervilliers qui a pratiqué son art des années 30 à début des années 60. Vous êtes trop fort. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai envie de te dire, moi, je suis facteur de cuivre, je fais ce que je veux et j'en invente plein. Des pistons? Ouais. Enfin, oui, parce que comme on dit, c'est des maths, mais par exemple, si tu veux, ce qu'on parlait de l'histoire de la trompette, l'histoire de la facture instrumentale, il y a tout qui a été essayé. Et d'ailleurs, c'est ce qui est passionnant, et moi, ce qui me passionne dans mon travail. Par exemple, ce type de trompette-là n'avait plus été fait depuis 70 ans, parce que ce son avait disparu. Alors là, on parle de sonorité, mais en effet, il y a d'autres choses qui ont disparu. Le système qui a perduré, c'est le système Périnée, le système créé en France, mais il y a d'autres systèmes de pistons qui ont disparu, des systèmes qui étaient techniques, un Stotzel, enfin il y avait plein de types de pistons, et en effet on peut inventer des choses, et il y a d'ailleurs des variations géographiques de certains pays qui ont gardé tel ou tel système. Par exemple, les cordes d'harmonie, c'est donc l'instrument qui est enroulé pour faire le corps. Alors lui, en France, pendant longtemps, il était à piston, puis en fait c'est le système allemand qui s'est imposé, le système de corps à palette. Mais par exemple, on joue du corps à palette partout dans le monde. Alors c'est fabriqué principalement en Allemagne, mais dans d'autres endroits. Mais par exemple à Vienne, ils ont un autre système qui est un autre
autre système de piston qui a perduré, qui s'appelle les corps viennois. Donc il y a aussi des traditions régionales, j'ai envie de dire. Et où il y a le plus de traditions régionales sur les cuivres, c'est peut-être sur les instruments dits d'ordonnance. C'est les instruments joués dans l'armée, ce genre de choses. Et en fait, ça, pour le coup, il y a presque une tradition par pays, parce que c'est pas les mêmes tonalités, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs de son. Et donc, du coup, les facteurs des pays ont fait des choses qui fait que les orchestres militaires jouent pas tout à fait de la même manière. Je sais que la garde républicaine se fait chausser chez J.M. Weston. L'ancien CIO de Weston, aujourd'hui, il est à la tête de la maison Selmer, qui fait des saxophones. Et c'est rigolo, il a repris ce partenariat-là un petit peu avec la garde républicaine, comme le faisait Weston. Mais la garde républicaine, à cheval, joue des trompettes Jaminet. En fait, c'est un partenariat qu'on a fait avec eux, un peu après le succès de cette trompette-là. Ils sont venus nous voir. En fait, tous ces orchestres-là, ils nous connaissaient parce qu'on était leurs luthiers, on leur réparait les instruments. Et quand ils ont su qu'on faisait des trompettes, ils ont dit, mais on pourrait pas faire des trompettes ensemble, etc. J'ai dit, bien sûr, avec grand plaisir. Puis moi, être garde républicain à cheval, c'était mon rêve de gosse. En fait, un jour, j'ai vu un reportage à la télé là-dessus, et c'est ce qui m'a donné envie de devenir garde républicain, musicien professionnel. Et puis finalement, c'est ce qui m'a guidé à ça. Donc, je sais pas si tu es déjà allé au quartier des Célestins à Paris, à Bastille, qui est un lieu magique, un peu hors du temps, en plein Paris, justement, où il y a aussi plein d'artisans. Donc, j'ai travaillé avec eux, mais par exemple, j'ai remplacé leur parc de trompettes. Ils sont venus, j'y suis allé, c'était super de créer un instrument pour eux. Et la boucle est bouclée parce que j'avais découvert ce métier-là, et ça via un reportage sur TF1, pour pas les citer, de grands reportages. Et pendant le développement, j'ai été appelé par TF1 à un grand reportage, et ils nous ont suivis dans le développement de la trompette. Donc, j'ai été suivi pendant tout ce développement-là par une équipe de TF1. C'est assez amusant, la boucle était bouclée. Ouais, c'est génial, c'est génial. Mais félicitations, parce que c'est un beau partenariat. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que la garde républicaine, oui, c'est mythique, et c'est quelque chose qui tout de suite parle aux gens. Je parle souvent de ça. Un de mes clients qui habite pas loin de l'atelier, qui m'aide beaucoup à développer, il s'appelle Marc Guejon, c'est le trompette super soliste de l'Opéra de Paris. C'est assez pompeux comme nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et Marc, lui, il était trompette solo à la garde républicaine. Et puis, comme on disait, à la garde républicaine, on fait beaucoup de cérémoniales. Et lui, il vient d'une famille qui est pas du tout musicienne. Et lui, après, il a bougé de la garde républicaine pour aller faire du symphonique. Il a d'abord été après à l'orchestre de Picardie. Mais ses parents, ils comprenaient pas, quoi. Il dit, mais genre, il est fou. Enfin, pour eux, la garde républicaine, c'était vraiment le nec plus ultra. C'est vrai que c'est très, très prestigieux. Mais bon, ça reste de la musique militaire. Et donc, du coup, certains musiciens, pour s'émanciper, préfèrent faire de programmes symphoniques, ce qui a été son cas. Puis, il a gagné plein de concours pour aujourd'hui être soliste à l'Opéra de Paris et prof au Conservatoire national supérieur. Mais c'est assez rigolo parce que quand il racontait cette histoire, à chaque fois, ses parents, qui sont pas du tout là-dedans, ils font, mais tu vas pas quitter la garde républicaine. Et c'est vrai que ça reste mythique, même dans l'histoire aussi des cuivres et des instruments avant, c'est les harmonies, les orchestres d'harmonie. Et l'orchestre de la garde républicaine reste l'orchestre le plus emblématique dans cette formation des ensembles d'harmonie. C'était trompette qu'on voit le 14 juillet. Alors, à cheval, ouais. En fait, il y a plusieurs ensembles à la garde républicaine, et sur ceux qui sont à cheval, c'est mes trompettes. Et via ce reportage, j'ai été amené à aller au défilé du 14 juillet dans les tribunes, voir les trompettes. Dans ce partenariat-là, c'était assez intéressant parce qu'on a fait le développement, mais je suis aussi allé aux répétitions de nuit, de 4h du matin, à Vincennes et tout. C'était assez amusant à découvrir cet univers-là aussi. Trop classe. Trop bien. Et merci beaucoup, Adrien. Merci à toi pour cette petite page d'histoire. Avec grand plaisir. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. À très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode avec Adrien Jaminet, facteur de cuivre spécialisé en trompette, vous aura plu. Dans le prochain épisode, Adrien nous parlera de son parcours et de ses recherches. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. Je vous mettrai notamment des informations sur le fonctionnement du piston. À bientôt avec une nouvelle histoire.